Donc, bonjour, je vois qu'il y a déjà d'autres personnes qui se joignent à nous. On va débuter tranquillement. Je vais vous souhaiter bon appétit, là, probablement que vous sortez d'une réunion ou de quelque part au travail, puis que vous venez de vous joindre pour manger en même temps. Donc, bienvenue à ce premier webinaire qui va parler de l'aspect économique de nos déplacements. Donc, petit rappel, là, je sais que vos caméras et micros sont déjà tous fermés, mais n'hésitez pas là, pour un souci technique ou pour une question. Vous pouvez utiliser là, dans la barre en bas le Q&A, si c'est en anglais, Q et R pour questions et réponses. Donc, voilà. Alors, donc, on va débuter. Rapidement, aujourd'hui, étant donné que c'est le premier webinaire d'une série de 4, je vais rappeler un peu le contexte qui nous amène à faire ces webinaires. Et pour tous partir en fait sur les mêmes bases, je vais rappeler de grands concepts là, en fait, de la mobilité durable avant de rentrer après ça dans le portrait de nos déplacements, donc nos déplacements collectifs en tant que Québécois, mais aussi nos déplacements dans les CIS et dans les CIUS. Et ensuite, nous parlerons de coûts comparés, donc les coûts différents entre les modes de transport. Et on conclura avec un aspect à non négliger, mais le changement de nos habitudes, donc un peu plus du comportement humain. Tout d'abord, je vais envoyer un petit sondage. Laissez-moi juste le retrouver. Je pense que je ne l'ai pas. Est-ce que Catherine, tu vois le petit sondage pour le lancer, le lieu d'emploi? Parfait. Non, pas en ce moment. Je vais regarder de mon côté si on l'a. Sinon, on fera ça, mais j'étais curieuse de savoir, les participants aujourd'hui, vous étiez de quel CIS et CIUS? Bon, ben alors, si on le retrouve en cours de route, je pourrais le relancer là, parce que effectivement, aujourd'hui, je vais parler un peu des différents CIS et CIUS participants. Puis si vous êtes en majorité plus d'un CIUS, peut-être que je prendrai le temps d'en parler davantage. Quoiqu'aujourd'hui, le webinaire, il est enregistré, donc je vais m'assurer de couvrir tous les sujets pour ceux qui le revisionneront à la maison par la suite. Donc, je vais laisser ma collègue peut-être essayer de trouver ce petit bouton qui lance les sondages. Alors, débutons avec le contexte. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve ensemble à parler de l'aspect économique de nos déplacements? Ben, en fait, c'est dans le cadre d'une grande campagne qui vient tout juste d'être lancée là, le 5 septembre, qui s'appelle En route vers le bien-être collectif. C'est une campagne de sensibilisation à la mobilité durable qui est déployée auprès des employés des CIS et des CIUS. C'est financé par Mobilisation, puis en fait, c'est porté par MOBA. Donc, on est le centre de gestion des déplacements qui couvre l'ouest de l'île de Montréal, Laval et les Laurentides. Donc, on est en collaboration en fait avec 3 CIUS pour cette campagne-là, soit le CIUS du nord de l'île de Montréal, le CIS de Laval et le CIS des Laurentides. Et en fait, dans cette grande campagne qui va s'étaler en fait jusqu'au mois de mai 2025, bien, il y a 2 éléments forts à l'automne. Donc, en ce moment, on est en plein dans le mois du défi sans auto solo. Cette année, c'est tout le mois de septembre. Ça se trouve être une compétition amicale entre les entreprises et les organisations partout au Québec. Puis c'est pensé en fait sous la forme d'un concours. Donc, on vous invite à vous inscrire en cherchant sur votre téléphone l'application qui s'appelle Défi sans auto solo. Quand vous vous inscrivez individuellement, vous courez la chance de gagner de nombreux prix quand vous faites des déplacements durables et que vous les enregistrez. Et quand vous ajoutez le code de votre organisation, bien, c'est là que l'aspect compétition là, amicale vient en jeu. Donc, on vous invite à aller faire donner des points à votre établissement de santé. Fait que je vous laisse peut-être juste 30 secondes pour prendre en note votre code d'organisation si vous êtes dans l'un des 6 et des CIUS participants. Ah, voilà, je crois que le sondage vient d'être lancé.
Merci, Catherine, d'avoir trouvé. Euh, donc, je ne sais pas si les... Moi, on dirait que je ne vois pas les réponses. Je pense que c'est Catherine qui est la responsable qui voit les réponses rentrer au fur et à mesure. Donc, je vais vous laisser un instant, puis justement, on pourra voir, êtes-vous de l'un de ces Sius? Alors, il manque seulement une personne à répondre au sondage. Fantastique. On laisse encore quelques secondes. J'ai bien hâte de voir vos réponses. N'hésitez pas là, à cliquer hors CCCIUS si jamais vous n'êtes pas un employé des CCDCIUS. Alors, pour la question, quel est votre lieu d'emploi? Alors, seulement 10% provient du CIUS Tu peux nord de afficher, je l'île. pense, Catherine. Tu peux faire afficher les réponses, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Ah, ben, on salue les gens de Laval à ce moment-là. Vous êtes une majorité aujourd'hui. Mais c'est ça, comme je disais, comme c'est en rediffusion à ce moment-là, je vais m'assurer quand même de couvrir tous les territoires, mais peut-être que j'essaierai de sortir des chiffres un peu plus précis pour Laval. Merci, Catherine. Parce qu'effectivement, c'est ça, comme je le disais, les trois Cécésius participants à la campagne sont invités, bien évidemment, aujourd'hui à participer au webinaire, mais tous les autres Cécésius là, étaient invités aussi pour la série de webinaires. Donc voilà, j'ai l'impression que vous avez noté vos codes. Donc, je vous souhaite un bon défi sans auto-solo. Et évidemment, l'autre événement phare de l'automne, ça se trouve à être notre série de webinaires. Donc aujourd'hui, premier webinaire d'une série de 4 qui est le coût de mes déplacements. Et tous les 11 du mois, donc c'est facile à retenir, il y aura des webinaires. En octobre, ce sera le vélo boulot. Donc, on va vous parler de vous initier à ce mode de transport, trouver des trucs et astuces pour l'intégrer dans votre quotidien. Puis, on va avoir une petite partie aussi qui sera des trucs et astuces pour faire du vélo plus en région éloignée. Donc, on invitera les gens des Laurentides à venir à ce moment-là à notre webinaire. Le 11 novembre, ça sera un invité conférencier, donc Jérôme Laviolette, qui est candidat au doctorat en génie des transports à Polytechnique Montréal. Puis en fait, il est spécialisé là, dans la dépendance à l'automobile, donc tout ce qui est de nos comportements humains face à l'utilisation de l'automobile. Et le 11 décembre, ce sera le covoiturage. Donc, on va parler des plateformes disponibles, quels sont les bénéfices du covoiturage. Donc, ça sera en décembre. Et évidemment, ce sera des webinaires qui seront disponibles en rediffusion. L'hyperlien vous sera envoyé juste après le webinaire. Qu'est-ce qui nous amène à parler de l'aspect économique de nos déplacements? Ben, en fait, parce que se déplacer, ça fait partie intégrante de notre vie sociale et professionnelle. Donc, nos déplacements quotidiens, que ce soit pour aller au travail ou nos déplacements simplement pour aller chercher la poste au coin de la rue. À tel point que tout notre environnement est structuré autour des transports, mais malgré cette omniprésence autour de nous des moyens de déplacement, on a tendance à ne pas connaître le coût réel de nos déplacements quotidiens, que ça soit des coûts collectifs, donc au niveau de la société, qu'est-ce que ça nous coûte, mais aussi l'impact direct dans notre portefeuille. Souvent, on a de la misère à estimer les coûts réels. Donc, pour s'assurer de bien comprendre ensemble la mobilité durable, je vais faire quelques rappels de grands concepts. Donc, en fait, qu'est-ce que la mobilité? La mobilité, tout court, ça représente la capacité, le potentiel de déplacer des choses, que ce soit des biens ou des personnes. Et lorsqu'on parle de mobilité durable, eh bien, c'est une approche de la mobilité qui est axée sur la mise en œuvre de politiques d'aménagement et de gestion du territoire dans une perspective de développement durable. Pour tendre vers une mobilité qui est durable, bien évidemment, ça nous prend des modes durables. Ce sont des modes de déplacement qui répondent aux besoins de déplacement des personnes actuelles, mais en réduisant aussi les impacts sur le futur. Et vous allez entendre souvent parler de mobilité active. En fait, la mobilité active comprend tous les moyens de transport qui impliquent la force du corps humain. Donc, on pense effectivement à la marche, au vélo, à la trottinette.
Mais la mobilité active de nos jours, de plus en plus, on intègre aussi tout ce qui est à aide électrique. Donc, les vélos électriques, les trottinettes électriques sont inclus dans ces modes de transport. Et là, je vous ai parlé de développement durable appliqué au transport. Qu'est-ce qui en retourne? En fait, c'est que les 3 aspects du développement durable nous donnent des indices sur quel mode de transport est-ce qu'on veut préconiser. C'est de trouver un équilibre, en fait, pour que nos transports soient collectivement efficaces, qui favorisent le dynamisme économique de notre région, mais que ça soit également un coût raisonnable pour les ménages. Puis évidemment, on veut aussi qu'au niveau social, nos transports ils soient accessibles et équitables pour tous. Et évidemment, sécuritaire aussi. La sécurité, c'est un aspect important. Mais on veut également que ce soit des modes de transport qui soient compatibles avec les saines habitudes de vie. Donc là, l'aspect de la mobilité active, elle est très intéressante. Et au niveau environnemental, bon, ben, on veut tendre vers des modes qui limitent la consommation d'espace et de ressources. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières années, il y a une image qui circule souvent. Si on met 40 voitures, une à côté de l'autre, avec un seul passager, ça utilise vraiment beaucoup d'espace, alors que si on met les 40 personnes dans un autobus ou les 40 personnes en tant que piétons, ben, en termes d'utilisation de l'espace, c'est très différent l'un de l'autre. Et bon, les 2 autres aspects environnementaux, on cherche à avoir des modes de transport qui s'intègrent à nos milieux de vie et évidemment qui réduisent les émissions de GES et les déchets. Au niveau gouvernemental, on parle souvent de l'approche RTA, donc réduire, transférer et améliorer. C'est une approche qu'on peut aussi penser au niveau individuel, dans le sens que c'est une hiérarchie. D'abord, il faut essayer de réduire nos déplacements, que ce soit la distance que l'on parcourt, soit en habitant plus proche de notre lieu de travail, soit en repensant un peu nos déplacements, et la quantité de nos déplacements également, motorisés, surtout là, pour diminuer nos émissions de GES. Si ça, c'est impossible, on passe à transférer. À ce moment-là, c'est de faire nos déplacements, mais dans un autre mode de déplacement qui soit moins énergivore et plus durable. Et si encore là, ce n'est pas possible, bien là, on tombe à améliorer. Alors, c'est d'améliorer nos transports pour que ça soit plus efficace. Et c'est là, par exemple, qu'on pense aux véhicules électriques et à l'électrification de nos flottes d'autobus, par exemple. Voilà. Maintenant, à ce qui a trait à nos portraits de nos déplacements. En fait, je vous apprends rien en disant que nos collectivités, là, on a une forte dépendance à l'automobile. Je vais prendre une gorgée. Et c'est pas récent, là, en fait. Autour des années 50, l'automobile, elle est devenue accessible pour de plus en plus de ménages québécois. Et rapidement, là, les gouvernements, autour des années 70, se sont mis à développer les infrastructures routières pour répondre à ce nouveau besoin qui, malheureusement, a amené à un étalement urbain et à une espèce de cercle vicieux de la dépendance à l'automobile. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un aménagement du territoire qui est favorable à l'usage de l'auto et souvent même défavorable aux modes alternatifs, que ce soit le transport en commun ou les déplacements actifs. On se trouve également à être de plus en plus loin de nos activités, de notre travail, de nos écoles même. On est de plus en plus loin et ça, ben, ça amène le cercle vicieux d'avoir besoin d'une voiture et d'avoir de plus en plus de distance à parcourir pour rejoindre nos activités. Et évidemment, bon, la culture populaire, même encore de nos jours, ça a peut-être été plus fort par le passé, là, mais même encore de nos jours, quand on voit les publicités à la télévision durant les Super Bowls, ben, la voiture elle a une image qui est fortement positive et le mode de vie qui s'y rattache, il est vraiment il est mis de l'avant comme étant la liberté. Fait que notre culture populaire, elle est très axée sur l'automobile. Je vais vous sortir quelques faits et chiffres de nos habitudes en tant que Québécois canadiens. Donc, 77,7% des Québécois utilisent la voiture comme mode principal pour se rendre à leur travail.
Et en fait, le transport, donc se déplacer, c'est le deuxième poste de dépense des ménages canadiens après le logement. Donc, le logement, c'est la première place, et juste devant l'alimentation. Autre fait, entre les années 2000 et 2022, le nombre de véhicules à usage personnel qui circulaient sur nos routes a augmenté de 47 alors que la population québécoise a augmenté de seulement 17 On se rend compte qu'on a de plus en plus de véhicules par ménage. Et aussi, une statistique très intéressante que je ramènerai un peu plus tard dans la présentation, c'est que 2 Canadiens sur 3, donc 67 ignorent le coût réel annuel associé à la possession d'un véhicule. Ça, je pourrais démystifier ça avec vous dans un instant. Mais avant, je cherche ma souris. Voilà. Mais juste avant, je vais vous parler en fait des parts modales, donc l'utilisation que vous faites de la voiture et des autres modes de transport au sein des CIS et des CIUS, parce que dans les dernières années, il y a eu des plans de gestion des déplacements qui ont été réalisés dans les 3 CIS et CIUS participants. Donc, malheureusement, vous ne faites pas exception à la règle. L'auto solo est aussi le mode principal de la plupart des employés des CIS et CIUS de vos collègues. Si je vais un peu plus dans le détail, pour le CIUS nord de l'île de Montréal, en fait, j'ai pris comme exemple l'hôpital du Sacré-Cœur qui regroupe vraiment beaucoup d'employés. Vous êtes 70 d'autosolistes pour vos déplacements domicile-travail. Globalement, au CIUS nord de l'île de Montréal, c'est 64 d'autosolistes. Et pourtant, on a estimé là, avec les codes postaux des employés que 63 pourraient se rendre en transport en commun en moins de 60 minutes, donc en moins d'1 heure, mais il y a seulement 17 qui utilisent ce mode. Et c'est 25 donc un employé sur 4 qui peut se rendre à vélo en moins de 30 minutes à son lieu d'emploi. Et il y a seulement 7 qui utilisent ce mode-là en période estivale, ce qui est un chiffre pas si mal en fait, là. Mais là, passons au prochain CIS et CIUS, le CIS Laval. Donc, je sais qu'il y avait une grande représentativité aujourd'hui de ces employés. Donc, j'ai pris l'hôpital Cité de la Santé en exemple. Vous êtes 87 d'autosolistes. 90 là, quand on pense globalement à tous vos édifices sur l'île de Laval, au CIS Laval. Et pourtant, 51 d'entre vous peuvent se rendre en transport en commun en moins d'1 heure et il y a juste 2 qui utilisent ce mode. Et 24 donc encore là, presque un employé sur 4 peuvent se rendre à vélo en moins de 30 minutes, mais il y a seulement 4 qui utilisent ce mode. Là, je vous sors les statistiques. Bien évidemment, il y a des questions aussi d'infrastructure et d'accessibilité et d'efficacité, parce que plus on va dans des endroits où est-ce qu'il y a moins de trafic, bien évidemment, il y a toute la notion de compétitivité à l'auto-solo, mais c'est pour vous donner un portrait rapide là, de vos déplacements. Et au CIS des Laurentides, j'ai pris l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est 93 d'autosolistes, 94 globalement dans tous les édifices là, qui vont jusqu'à Mont-Laurier. Et malgré que ce soit un peu plus des établissements en région, on pourrait croire que l'accessibilité est moindre, mais quand on regarde en fait les statistiques, il y a 41 des employés qui pourraient se rendre en transport en commun en moins d'1 heure, mais il y a 1 qui utilisent ce mode. Et il y a 32 donc ça serait le CIS le plus accessible en vélo, selon les résidences des employés, en moins de 30 minutes, là, donc 32 et pourtant, il y a seulement 1 qui utilise le vélo en période estivale. Mais comme je disais, il y a la notion d'infrastructure, à quel point il y a littéralement les pistes cyclables pour se rendre à notre lieu d'emploi. C'est sûr que pour ça, évidemment, je vous inviterai à venir au webinaire sur le vélo boulot en octobre, le 11 octobre. On va donner des trucs et astuces là, pour intégrer cette habitude de déplacement dans votre quotidien. Entrons maintenant dans le vif du sujet, donc les coûts comparés. Je vais reculer d'un pas, on n'est pas encore dans notre portefeuille, je vais vous parler des coûts collectifs de cette fameuse dépendance à l'auto-solo. Les récentes études indiquent qu'en moyenne, pour chaque dollar dépensé par un individu pour l'usage d'un auto, il en coûterait 9,20 à la société
en termes d'infrastructure, en termes de coûts également par rapport à la congestion, aux décès sur les routes, etc. Et c'est seulement 1,50 pour le transport en autobus que la société dépense pour chaque dollar de l'individu. Les coûts pour la société du transport d'un automobiliste, puis là, c'est ça, je l'ai en parenthèse, là, donc coût des accidents, la congestion, du bruit, de la pollution atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre, serait évalué à 9 014 $ par année par individu. Donc, c'est des coûts énormes à la société quand on prend l'ensemble des impacts qu'il y a autour de ce qu'on débourse réellement en termes de dollars. Puis les coûts associés à la congestion routière dans le Grand Montréal, si on sort cette statistique, ben en fait, c'est évalué à 4,2 milliards de dollars pour 2018. Là, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, il y a eu un petit peu moins de congestion routière, sauf que là, de plus en plus, on remarque que le nombre de véhicules sur la route redevient à ce que c'était pré-pandémique. Donc, on pourrait estimer que c'est encore très près de 4,2 milliards de dollars là, en dépenses. Si je reviens là, au coût, en fait, à la société, quand on regarde les modes actifs, donc la marche et le vélo, pour chaque dollar dépensé, les bénéfices sont positifs en termes de dollars pour la marche et le vélo, étant donné que ces modes de transport-là, on considère que ça réduit les coûts en santé, par exemple. Donc, voilà. Et là, avant de vous dire les coûts réels de la voiture, et là, je vous ramène en fait à ma petite statistique de tantôt que 2 Canadiens sur 3 ignorent les coûts annuels réels associés à la possession d'un véhicule. Je vais vous lancer un petit sondage. En fait, ma collègue Catherine va vous lancer le deuxième sondage pour savoir, à votre avis, quel est le coût annuel moyen d'une voiture, la possession d'une voiture au Québec. Donc, on ne pense pas juste seulement au coût de ce qu'on débourse au concessionnaire, mais vraiment les coûts globaux d'avoir une voiture. Je vais vous laisser le temps de répondre. On va voir les résultats à l'instant. Oh, j'aime ça, c'est quand même assez réparti. Donc, les gens qui ont répondu 10 500, 12 000 $ dans ces eaux-là, vous auriez eu raison il y a quelques années. Malheureusement, le coût annuel est beaucoup plus proche de 15 500 de nos jours pour la possession d'un véhicule. On parle évidemment d'une moyenne, là. Donc, on va pouvoir fermer le petit sondage. Mais j'adore les réponses. Ça nous prouve. Là, je n'ai pas regardé les statistiques exactes, mais je pense que c'était pas loin, en fait, c'est ça, de la statistique, que 2 sur 3 au moins parmi vous ignoraient les coûts réels annuels. Ne vous sentez pas mal. Si on y va, en fait, dans les vrais chiffres, je vais partir en bas, là, en fait, à ma dernière ligne. C'est 15 624 $ selon une récente étude. Donc, encore une fois, on parle les coûts liés à l'achat, la location, le financement, les assurances, l'immatriculation, le permis de conduire, l'entretien, le coût des pneus, le coût d'installation des pneus, la dépréciation, l'essence, l'électricité et les taxes. Donc, souvent, c'est ça, on oublie parce qu'on ne débourse pas à chaque jour un petit montant pour notre véhicule. Donc, on oublie qu'est-ce que ça pourrait nous coûter annuellement de façon réelle. Et c'est ça, en fait, c'est un bond de 68 % par rapport à 2019. Donc, ceux qui avaient répondu là, autour de 10 000 ou 12 000 $, vous auriez eu raison il y a quelques années, il y a 5 ans. Là, c'est sûr, c'est ça. Je vous répète, c'est des moyennes, mais ça nous donne une bonne idée. Si jamais vous voulez aller calculer pour votre type de véhicule,
il existe un calculateur en ligne, donc c'est de CAA Québec, ça s'appelle Car Costs. C'est en français également, le barre oblique français. Fait que si vous cherchez chez vous calculateur automobile CAA, vous allez tomber sur cet outil qui vous permet d'estimer les coûts réels de votre côté. Si je reviens à mes autres statistiques, en fait, de ma diapositive, 16,4 km, en fait, c'est la distance moyenne par jour que parcourent les habitants du Grand Montréal, donc 8,2 km pour se rendre au travail, 16,4 km aller-retour pour leur déplacement domicile-travail. Et les études ont montré que le coût d'1 kilomètre parcouru en voiture revient à 95 sous. Donc voilà, c'est ce qui nous amène à notre 15 624. Les frais montent rapidement. Si je passe aux autres modes de transport, j'ai inscrit ici le transport collectif avantageux pour les trajets plus longs. Parce qu'en fait, de par notre tarification, nous ici, dans la grande région de Montréal, mais en fait au Québec, quand on paye notre titre de transport, après ça, on peut se déplacer. On n'est pas chargé au kilomètre comme il y a, par exemple, dans certains pays d'Europe. Et là, je vous ai sorti quelques chiffres. J'ai laissé le 16,4, donc pour l'aller-retour pour se rendre au travail. Le coût d'une passe annuelle, et là, j'ai mis la passe tout mode A, c'est 1 200 $ par année. Pour l'Inter des Laurentides, une passe annuelle, c'est 1 140 $, donc similaire. C'est sûr que si vous prenez pour avoir dans les autres zones, ça peut monter à 1 900 pour la zone AB, 2 350 pour la zone ABC. Puis si vous prenez que la STL, c'est 1 332 $ pour une passe annuelle. Mais malgré tout ça, on voit quand même la grande différence de coût par rapport à un véhicule. Lorsqu'on fait quelques petits calculs, en fait, on arrive à 32 sous du kilomètre que ça nous coûte pour le transport en commun. Donc, quand même 3 fois plus petit que le véhicule. Le faible coût des déplacements à vélo, en fait, pour la deuxième ligne ici, là, il y a une étude qui a montré que c'est environ 400 $ par année lorsqu'on se déplace en vélo, donc les frais d'achat de matériel du vélo en tant que tel et des entretiens. Puis en fait, l'autre chiffre que je vous ai mis en haut, c'est 34 minutes. Donc, si on prend encore la distance moyenne pour se rendre à un travail, là, donc de 8,2 km, ça prendrait environ 34 minutes en moyenne pour nos déplacements. Et les autres statistiques, c'est qu'il faudrait moins de 25 minutes pour vous déplacer si votre lieu de travail se situe à moins de 6 km, puis entre 25 et 50 minutes si le lieu de travail se trouve entre 6 et 12 km. Ça, c'est des statistiques, en fait, de Vélo Québec qui indiquent que si vous êtes à moins de 12 km, généralement, ça peut être envisageable de songer à utiliser le vélo. Et de plus en plus, les gens pensent aussi au vélo électrique comme moyen de déplacement. Et là, j'ai mis également le coût annuel du cocktail transport, parce que souvent, le vélo, on l'utilise en période estivale, on peut le délaisser en période hivernale, on peut aussi dépenser un peu des sous pour adapter notre vélo à l'utilisation hivernale. Mais si, par exemple, on l'utilise que l'été, on estime qu'il coûte environ 3 600 $ annuellement pour l'utilisation du cocktail transport, c'est-à-dire l'autopartage, le vélo, le transport en commun. Et on utilise ces modes de déplacement-là en alternance durant l'année ou durant la semaine en fonction de la météo. Ça demeure quand même 5 fois moins cher que l'utilisation d'une voiture. Je vous ai fait un petit tableau synthèse avec les coûts pour la société. Là, bien évidemment, aujourd'hui, je vous parle que du coût économique qui nous rappelle que les modes durables sont beaucoup plus intéressants au niveau de notre portefeuille, au niveau de la société. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout ce qui compte. Là, je vais aller en fait à ma diapo, changer ses habitudes. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, changer ses habitudes.
Je l'ai mentionné plus tôt, nos infrastructures sont créées en fonction de notre utilisation massive de l'automobile. Donc, changer ses habitudes, il faut se rappeler que, ben là, aujourd'hui, on a parlé de l'aspect économique, mais il faut se rappeler qu'il y a plusieurs bienfaits de la mobilité durable et tous et chacun, on n'a pas les mêmes motivations à essayer un mode alternatif à l'auto-solo. Donc, pour certains, ça pourrait être la planète, réduction des nuisances engendrées par les modes de transport motorisés, donc réduction des GES, réduction des nuisances sonores, réduction des polluants atmosphériques. Il y en a qui, pour d'autres, ben, l'utilisation des modes de transport alternatifs, ils font pour la santé. Donc, surtout les modes de déplacement actifs, même les déplacements collectifs, ça apporte plusieurs bienfaits pour la santé, autant physique que mentale. Donc, il y a plusieurs études qui prouvent que ces modes alternatifs ben, réduisent le stress rendu au travail. Ça l'affecte aussi au niveau les maladies cardiovasculaires, la motivation au travail. Je pense qu'on a tous l'exemple d'un collègue qui arrive le matin beaucoup trop motivé, beaucoup trop heureux, puis ben, c'est celui qui arrive en vélo là, avec son cache-cou le matin. Ouais, c'est ça, il y a des, je vais trouver mon mot, des bienfaits là, effectivement sur la santé mentale et l'humeur quand on utilise des modes de transport actifs. Et bon, on en a parlé un petit peu, le niveau économique, c'est un autre des bienfaits, c'est pas le seul. Fait que souvent, ben nous, il faut trouver notre motivation. Est-ce que c'est plus l'un, plus l'autre? Est-ce que c'est les trois de façon un peu égale? C'est des réflexions à avoir chacun de votre côté. Et évidemment, ben, la volonté du changement, on n'est pas obligé d'être parfait dès demain matin. Donc, il y a des gens qu'on classe dans la catégorie déni, dans le sens qu'ils sont des autosolistes, ils sont contents, ils veulent même pas penser à voir si c'est une option de faire un mode de déplacement alternatif. Après ça, les gens tranquillement peuvent être dans la case inhibition. Mais ça, en fait, ce sont des gens qui utilisent fréquemment la voiture, mais ça leur semble impossible de changer. Fait que ça se peut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette catégorie. Des fois, c'est de faire le petit pas, d'aller dans la décision, c'est-à-dire je vais au moins aller m'informer, je vais voir quels sont les modes alternatifs auxquels j'aurai accès. Euh, mais ça, souvent, c'est des gens qui disent j'y pense, mais je n'ai pas regardé les trajets, je n'ai pas regardé les tarifs. Alors que les gens d'action, ben là, ça, c'est le pas supplémentaire. Puis, tu sais, on vous demande pas de passer de déni à action. Ça serait quelque chose de probablement trop rapide dans la volonté de changement. Mais peut-être qu'il y en a qui sont rendus là de dire j'y ai pensé, j'aimerais ça le faire, mais j'ai pas commencé. Ben là, en fait, on vous invite de par le défi sans auto solo en ce moment, par exemple, c'est le mois de septembre, ça serait le moment de se dire je vais essayer, je vais le faire une fois cette semaine, puis je vais voir si ça me plaît, je vais voir quelles modifications je dois apporter. Parce qu'évidemment, au départ, c'est toujours difficile de faire notre changement d'habitude, mais il faut le répéter quelques fois pour en voir les bénéfices. Les gens dans la catégorie maintien, ce sont des gens qui l'ont essayé, qui essaient de le faire, puis on veut maintenir leurs bonnes habitudes. Et captifs, là, ben, c'est des gens qui n'utilisent tout simplement pas la voiture. Donc, évidemment, c'est un gradient. On ne veut pas tous se rendre à captif en un seul bond, mais on veut avancer d'un pas dans la bonne direction pour que collectivement, on utilise plus de modes durables. Et je vais vous rappeler, en fait, pour faire la différence, comme je viens de dire, on n'est pas obligé de changer du tout au tout. On n'est pas obligé de vendre sa voiture demain matin. La campagne, en ce moment, l'un de ses slogans, c'est faire du covoiturage, par exemple, le mode de transport qui vous intéresse. Même une journée par semaine, ça fait une différence. Donc, c'est ça, on n'est pas obligé de changer du tout au tout parce qu'une fois par semaine, si on y pense, c'est 20 de réduction de GES, par exemple, pour vos déplacements domicile-travail, ce qui est vraiment non négligeable. Alors, on vous invite tranquillement à essayer, du moins, de profiter du défi sans auto-solo pour essayer, puis de se dire, j'ai pas besoin de devenir le cycliste aguerri qui en fait autant l'été que l'hiver, mais je vais essayer de faire le chemin une fois pour voir si c'est quelque chose qui est possible pour moi. Donc voilà, moi, je n'ai pas du tout suivi dans les questions-réponses. Là. Je sais que mes collègues étaient à l'affût de ça, mais je vais conclure. On a été un peu plus
un peu moins d'1 heure, là, mais je vais voir s'il y a des questions-réponses. Mais je vais juste profiter du moment pour vous parler des prochains webinaires. Le code QR à l'écran, là, ça vous permet d'aller sur le site de l'inscription, comme vous avez fait pour aujourd'hui. Donc, le vélo boulot le 11 octobre, notre invité conférencier le 11 novembre et le covoiturage le 11 décembre. Ça sera évidemment des webinaires qui vous seront partagés par vos CCCIUS là, dans les communications dans les prochains mois. J'ai mis quelques références ici que vous pourrez revoir là, dans les partages. On le déposera peut-être là, les références à côté de la rediffusion du webinaire. Donc, merci beaucoup. Et là, je vais me tourner vers mes collègues à savoir s'il y avait des questions non répondues dans les questions-réponses. Si jamais vous avez des questions en ce moment, ça peut être le temps aussi. Donc, je pense qu'il n'y en a pas eu, mais je vais vous laisser, soit je vais vous laisser aller dîner si vous n'avez pas encore dîné, soit je vais vous laisser poser vos questions dans le question-réponse. On va rester connecté encore quelques minutes pour ceux et celles qui voulaient discuter avec nous. Et je vous remercie d'avoir participé.